INA Podcast. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 27e épisode, le Pacha de Janina. Après les funérailles de Madame de Saint-Méran, qui se déroulent le 25 juin 1838, et au moment où il va être enfin procédé à la signature du contrat de mariage, le vieux Noirtier de Villefort exige de voir Franz d'Épinay. Il s'agit, a-t-il fait savoir, d'affaires importantes. Le vieil homme, paralysé et muet, peut-il encore venir en aide à sa petite fille et empêcher ce mariage auquel l'a contraint son père? C'est vous qui êtes monsieur Franz de Quesnel, baron d'Épinay? Oui, monsieur. Je dois vous prévenir, monsieur, et cela de la part de monsieur de Villefort, ici présent, que votre mariage projeté avec mademoiselle de Villefort a changé les dispositions de monsieur Noirtier envers sa petite-fille, et qu'il aliène entièrement la fortune qu'il devait lui transmettre. Monsieur, je suis fâché qu'on ait devant mademoiselle Valentine soulevé pareille question. Je ne me suis jamais informé du chiffre de sa fortune. Ce que ma famille a recherché dans l'alliance de monsieur de Villefort, c'est la considération. Ce que je recherche, c'est le bonheur. Ce testament inattendu n'a rien qui doive personnellement vous blesser. Il s'explique par la faiblesse d'esprit de M. Noirtier. Et ce qui déplaît à mon père, ce n'est point que ma fille vous épouse, c'est qu'elle se marie. La vieillesse est égoïste. Et Valentine faisait à son grand-père une fidèle compagne que ne pourra plus lui faire Madame la baronne d'Épinay. Que voulez-vous, baron? Monsieur Noirtier de Villefort désire parler sur le champ à monsieur Franz Quesnel, baron d'Épinay. C'est impossible. D'ailleurs, monsieur d'Épinay ne peut quitter le salon en ce moment. C'est justement en ce moment que monsieur Noirtier, mon maître, désire parler d'affaires importantes à monsieur le baron d'Épinay. Il parle donc à présent, bon papa Noirtier? Toi, voyons. Bon, mais dites à monsieur Noirtier que ce qu'il demande ne se peut pas. Alors, monsieur Noirtier prévient ces messieurs qu'il va se faire apporter lui-même au salon. Valentine, allez un peu savoir, je vous prie, ce que c'est que cette nouvelle fantaisie de votre grand-père. Oui, père. Pardon, monsieur. Il me semble que puisque c'est moi que monsieur Noirtier fait demander, c'est surtout à moi de me rendre à ses désirs. D'ailleurs, je serais heureux de lui présenter mes respects, n'ayant point encore eu l'occasion de solliciter cet honneur. Je vous suis, mademoiselle. Et moi, je vous accompagne. Et à la fin, expliquez-vous, d'Épinay. Vous êtes sorti de chez les Villefort, bouleversé et muet. Que s'est-il passé lors de votre entrevue avec monsieur Noirtier? Mon cher Franz, si je puis vous être de quelque utilité... Merci, mes bons amis. Oui, vous avez droit à la vérité. Même si cette vérité est difficile à dire. Il y a que je ne suis plus fiancé à mademoiselle de Villefort. Que dites-vous? Ce mariage est impossible. Et monsieur Noirtier me l'a fait cruellement comprendre. Franz, dites-nous. Promettez-moi tous deux... Non. Votre amitié est un gage suffisant de votre discrétion. Voilà. Monsieur Noirtier, en présence du procureur et de sa fille, m'a fait remettre des papiers que j'ai pu lire. Il y était question de mon père.
Il s'agissait d'extraits de procès-verbaux d'une séance du club bonapartiste de la rue Saint-Jacques, tenue le 5 février 1815. Il faut que vous sachiez que c'est ce jour-là qu'on a tué mon père. Une lettre, venue de l'île d'Elbe, recommandait le général Quesnel à la bienveillance des membres du club. On avait donc amené mon père à la réunion les yeux bandés, et une fois là, on lui ôta son bandeau. Mais je croyais votre père royaliste. C'est vrai. Mais la lettre de l'île d'Elbe avait abusé les membres du club qui évoqueront devant le général le retour probable de Napoléon. Une autre lettre devait suivre, apportée par un bâtiment, le Pharaon, appartenant à l'armateur Morel, de Marseille. Morel? Tiens. On demanda à mon père des assurances de sa fidélité à l'ex-empereur. Il refusa. Le président de la Réunion lui demanda alors de donner sa parole de ne rien révéler de ce qu'il venait de voir et d'entendre. On le menaça de mort en cas de refus. Ce fut en pensant à moi qu'il accepta finalement de prêter serment. Puis, de nouveau, les yeux bandés, on le reconduisit. Mais sa mort... J'y arrive, Albert. Durant le retour en voiture, une altercation éclata entre mon père et les 3 hommes qui le raccompagnaient. Ils s'arrêtèrent au bord de la Seine. C'était la nuit. On alla chercher une lanterne dans un bateau. Et c'est à la lueur de cette lanterne que le président du club et le général se battirent. Mon père passait pour une des meilleures lames de l'armée. Et cependant, ce fut son adversaire qui, bien que blessé à 2 reprises, l'emporta. Quelques minutes plus tard, mon père expirait et les 2 témoins jetèrent son cadavre dans le fleuve. On devait le retrouver le lendemain. Je ne comprends toujours pas. Attendez, Albert. Je suppose que le plus important reste à venir. Le nom du président du club qui tua le général Quesnel. C'est bien cela, n'est-ce pas, D'Épinay? Oui. Le nom de ce président? Monsieur Noirtier de Villefort, père du procureur du roi, grand-père de Valentine. Oh. Vous comprenez bien que je ne pouvais pas épouser la petite fille de l'homme qui a tué mon père. « 26 juin 1838, chez les Danglars. Monsieur Cavalcanti, est-ce que ces demoiselles ne vous ont pas invité à faire de la musique avec elles? Hélas, non, baron. Oh! Eh bien, Eugénie, et vous, ma chère Louise, nous sommes donc exclus, nous autres? Venez, mon cher. Venez donc prendre part à ce petit concert. Dirait-on, comte, que mon mari a perdu ce matin dans une faillite milanaise près de 400 000 francs. Monsieur Danglars connaît si bien la bourse qu'il rattrapera là ce qu'il pourra perdre ailleurs. Je vois que vous partagez l'erreur commune. Sachez que le baron ne joue jamais en bourse. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle que monsieur Debray m'a dit... Tiens, à propos, que devient donc monsieur Debray? Il y a plusieurs jours que je ne l'ai aperçu. Moi aussi. Mais vous disiez que monsieur Debray... m'a confié que c'était vous qui sacrifiez au démon du jeu. J'ai eu ce goût pendant quelque temps, mais je ne l'ai plus. Vous avez tort, madame. Les chances de la fortune sont précaires. Et si j'étais femme de banquier, je commencerais par m'assurer une fortune indépendante. Dussé-je acquérir cette fortune en mettant mes intérêts dans des mains qui lui seraient inconnues. Monsieur de Monte Cristo. Tenez, on parle d'un beau coup qui a été fait hier sur les bons de Naples. Je n'en ai pas. Ah, mais c'est assez parlé de bourse. Nous avons l'air de 2 agents de change. Parlons un peu de ces pauvres de Villefort, si tourmentés en ce moment par la fatalité. Oh, que leur arrive-t-il donc? Après avoir perdu monsieur de Saint-Méran, ils ont encore perdu la marquise. Ah oui, j'ai appris cela. Mais ce n'est pas tout.
Ils allaient marier leur fille à Franz d'Épinay. Et voilà qu'hier matin, le baron leur a rendu leur parole. Oh, vraiment? Et connaît-on les causes de cette rupture? Non. Et monsieur de Villefort, comment accepte-t-il tous ces malheurs? Comme toujours, en philosophe. Charmant jeune homme, n'est-ce pas, comte, que le prince Cavalcanti? Seulement, est-il bien prince ou vicomte? Je n'en réponds pas. Mais si monsieur de Morcerf venait par hasard, il trouverait monsieur Cavalcanti dans une chambre où lui, fiancé d'Eugénie, n'a jamais eu la permission d'entrer. Vous faites bien de dire par hasard. On le voit si rarement que ce doit être en effet le hasard qui nous l'amène. Au bal de sa mère, il a dansé une seule fois avec ma fille, sans même remarquer que monsieur Cavalcanti dansait 3 fois avec elle. Monsieur le vicomte Albert de Morcerf. Que vous disais-je? Laissez donc. Je vous présente mes hommages, madame la baronne. Vicomte. Mes respects, monsieur Danglars. Bonsoir. Comte. Bonsoir, mon cher ami. Voulez-vous me permettre, madame, de vous demander comment se porte mademoiselle Danglars? Fort bien, monsieur. Elle fait en ce moment de la musique dans son petit salon avec mademoiselle d'Armilly et monsieur Cavalcanti. C'est exquis. C'est une chose si délicieuse que de jouir de la musique d'un peu loin, sans être vu, sans voir et par conséquent sans gêner le musicien qui peut ainsi se livrer à tout l'instinct de son génie ou à tout l'élan de son cœur. Eh bien, comte, que dites-vous de notre amoureux? Il me paraît froid, c'est incontestable. Mais vous êtes engagé. Sans doute, mais engagé à donner ma fille à un homme qu'il aime. S'il était riche encore, on passerait par là-dessus. Ma foi, je n'ai pas consulté ma fille, mais si elle avait bon goût... Monsieur de Morcerf est un jeune homme charmant. Il rendra votre fille heureuse. Et il arrivera tôt ou tard à quelque chose. La position de son père est excellente. Il y a toujours le passé. Ce passé obscur. Mais le passé du père ne regarde pas le fils. Si fait. Il y a quelques semaines, vous trouviez excellent de faire ce mariage. Vous comprenez, je suis désespéré, moi. C'est chez moi que vous avez rencontré ce jeune Cavalcanti. Que je ne connais pas, je vous le répète. Ah, je le connais, moi. Cela suffit. Il est riche, d'abord. Je ne l'assure pas. Vous répondez de lui, cependant. De 50 000 livres. Une misère. Il a une éducation distinguée. Comte, vous n'êtes pas juste pour ce jeune homme. Ah, je vois avec peine, connaissant vos engagements avec les Morcerf, qu'il vienne ainsi se jeter en travers et abuser de sa fortune. Oh, que vous êtes puritain. Mais cela se fait tous les jours dans le monde. Mais les Morcerf comptent sûrement sur ce mariage. Alors qu'il s'explique. Tenez, comte, vous devriez glisser 2 mots de cela au père. Vous qui êtes si bien dans la maison. Moi? Mais où diable avez-vous pris cela? À leur bal. La comtesse, la fière Mercédès, qui daigne à peine ouvrir la bouche à ses plus vieilles connaissances, vous a pris par le bras, est sortie avec vous dans le jardin, et n'a reparu qu'une demi-heure plus tard. Alors, vous chargez-vous de parler au père. Volontiers, puisque vous le désirez. Qu'est-ce que c'est? Son Excellence m'avait demandé de la prévenir dès que le courrier de Grèce serait arrivé. Ah, bien. Vous avez entendu, comte? Mon courrier de Grèce est arrivé. Je vais voir cela. À tout de suite. Je vous en prie. Allons, mesdemoiselles, assez de musique comme cela. Venez prendre le thé avec monsieur de Morcerf. Viens, Louise. Mademoiselle. Messieurs.
Comte, nous nous en irons ensemble, n'est-ce pas? Oui, si vous voulez. Que voulait dire le baron avec son courrier de Grèce? Mais comment voulez-vous que je le sache? Parce que je présume que vous avez des intelligences dans le pays. Ah, le voilà qui revient. Je crois qu'il veut vous parler. Je vous laisse avec lui. Je vais faire compliment à mademoiselle Danglars sur son camé. Vous m'avez donné un excellent conseil. Et il y a toute une histoire horrible sur ces deux mots, Fernand et Janina. Ah, bon. Je vous conterai cela. Mais emmenez le jeune homme. Je serais trop embarrassé de rester maintenant avec lui. Comptez sur moi. Mais faut-il toujours que je vous envoie le père? Plus que jamais. Comment trouvez-vous que j'ai joué mon rôle? À quel propos? Mais à propos de l'installation de mon rival chez Monsieur Danglars, Monsieur Andrea Cavalcanti. Vous croyez qu'il fait sa cour? Oh, je vous en réponds. Il aspire à la main de la fière Eugénie. Et qu'importe si l'on ne pense qu'à vous. Allons donc, on me rudoie de tous côtés. Je gage qu'avant 8 jours, le baron Danglars m'aura fermé la porte au nez. Oh, vous vous trompez. Il m'a chargé de prier monsieur votre père de faire une démarche définitive. Vous ne ferez pas cela. Et si, puisque j'ai promis. Je tiens à être bien avec tout le monde. Mais dites-moi, on ne voit plus Debray chez la baronne. Y a-t-il de la brouille? Oui, avec monsieur. Ah, il s'est donc aperçu de quelque chose. À la bonne plaisanterie. Quelle cause alors a pu brouiller Danglars et Lucien Debray? Je ne suis pas initié. Quand monsieur Cavalcanti fils sera de la famille, vous lui demanderez. Vous êtes voué à la musique ce soir. Vous n'échappez au piano de mademoiselle Danglars que pour tomber dans la Gutzla d'Haïdé. Haïdé, quel adorable nom. Il y a donc des femmes qui s'appellent Haïdé. Certainement. Haïdé est assez commun en Albanie et en Épire. Même pour une princesse. Mais comment une princesse peut-elle devenir esclave? Car vous m'avez bien dit... Les hasards de la guerre. Les caprices de la fortune. Et son nom est un secret? Non, pas pour vous, qui êtes de mes amis et qui vous tairez. Vous connaissez l'histoire du pacha de Janina? Ali Tebelin. C'est à son service que mon père a fait fortune. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié. Eh bien, Haïdé est la fille d'Ali Pacha et de la belle Vassiliki. Un jour que je passais sur le marché de Constantinople, je l'ai achetée. Mon cher comte, présentez-moi à votre princesse. Volontiers. Mais à 2 conditions. La première, c'est que vous ne confierez jamais à personne cette présentation. La seconde, c'est que vous ne lui direz pas que votre père a servi le sien. Je vous le jure. Bien. Ali prévient Haïdé que je vais aller prendre le café chez elle et que je lui demande la permission de lui présenter un de mes amis. Ah, venez, vicomte. Sois le bienvenu, ami qui vient avec monseigneur et maître. Comte, de quoi puis-je parler? Mais de tout ce que vous voudrez. Comment trouvez-vous la France, madame? Je crois que c'est un beau pays. Mais je vois la France telle qu'elle est, car je la vois avec des yeux de femme. Tandis que mon pays, que je n'ai vu qu'avec des yeux d'enfant, est toujours enveloppé d'un brouillard lumineux ou sombre.
selon que mes yeux le font, une douce patrie ou un lieu d'amère souffrance. Rien ne compose le fond de l'âme comme les premiers souvenirs. Et j'avais 4 ans quand le destin a frappé cruellement. 4 ans? Si jeune? 4 ans, oui. Quand un soir, je fus réveillée par ma mère. Nous étions au palais de Janina. Ses yeux étaient pleins de larmes. Elle m'emporta sans rien dire. Nous descendîmes un large escalier. Devant nous, toutes les femmes de ma mère portaient des coffres, des sachets, des bijoux. Derrière venait une garde de 20 hommes armés. « Qu'on se hâte », dit la voix de mon père. Il marchait le dernier, appuyé sur son favori, Selim, et nous poussait devant lui comme un troupeau éperdu. Mon père était un homme illustre que l'Europe a connu sous le nom d'Ali Tebelin, pacha de Janina, et devant lequel la Turquie a tremblé. Oui, je sais. Enfin, je l'ai entendu dire. Bientôt, nous arrivâmes au bord d'un lac, au milieu duquel se dressait un kiosque. C'est là que nous nous rendions. Nous descendîmes dans une barque. Je ne compris pas pourquoi mon père fuyait, lui le Tout-Puissant. Je sus depuis que la garnison du château de Janina, fatiguée d'un long service, avait traité avec le séraskier Kourchid, envoyé par le sultan pour s'emparer de mon père. C'était alors que mon père avait pris la résolution de se retirer après avoir envoyé au sultan un officier français en qui il avait toute confiance. Ah. Et cet officier, vous rappelez-vous son nom? Non. Mais peut-être plus tard me le rappellerai-je. Nous voguions donc vers le kiosque. Au-dessous du rez-de-chaussée était un souterrain, vaste caverne, où l'on nous conduisit. 60 000 bourses et 200 tonneaux gisaient là. Dans les bourses, il y avait 25 millions en or, et dans les barils, 30 000 livres de poudre. Près de ces barils se tenait Selim, le favori. Il avait l'ordre de tout faire sauter au premier signe. Continue, Haïdé. Je ne pourrais pas dire combien de temps nous restâmes là. À cette époque, j'ignorais encore ce qu'était le temps. Un jour, mon père nous envoya chercher. « Vassiliki », dit-il à ma mère, « aujourd'hui tout sera fini, car nous allons connaître la volonté du Maître. Si la grâce est entière, nous retournerons triomphants à Janina. Si la nouvelle est mauvaise, nous fuirons. » « Mais s'il ne nous laisse pas fuir, demanda ma mère. Selim et sa torche allumée me répondent d'eux. Tout à coup, je vis la main de mon père trembler. Une barque, murmura-t-il. 2, 4. Dans une demi-heure, nous saurons la réponse du sublime empereur. Retire-toi dans le souterrain avec Haïdé. 20 guerriers palicares entouraient mon père quand je le quittais. Dans le souterrain, Selim était à son poste. Selim demanda à ma mère quel est l'ordre du maître. S'il m'envoie son poignard, c'est que le sultan refuse la grâce et je mets le feu. S'il m'envoie son anneau, c'est le pardon et je livre la poudrière. Pauvre princesse. Soudain, nous entendîmes de grands cris, des cris de joie, et aussi le nom du Français qui avait été envoyé à Constantinople et rapportait une réponse favorable. Et vous ne vous rappelez pas de ce nom? Je ne me rappelle pas. Des pas retentirent. On descendait les marches du souterrain. Selim apprêta sa torche. Une ombre apparut à l'entrée. « Qui es-tu » cria Selim. « Gloire au sultan » dit l'ombre. « Toute grâce est accordée. » Ma mère me serra contre son cœur. Nos yeux reconnurent enfin l'envoyé. C'était un ami. Mais Selim ne savait qu'obéir. « Si tu viens au nom d'Ali, tu sais ce que tu dois me remettre, dit-il. »« Oui, » répondit l'envoyé. « Son anneau. Le voici. » Mais il était trop loin. « Je ne vois pas bien ce que tu tiens, dit encore Selim. Dépose l'objet où tu es sous ce rayon de lumière et éloigne-toi. »« Soit, » dit le messager qui obéit. Selim, alors, s'avança
et ramassa le signe. C'est l'anneau du maître, dit-il. Et il éteignit sa torche. Le messager poussa un cri de joie et frappa dans ses mains. À ce signal, 4 soldats du Séraski accoururent et Selim tomba, percé de 5 coups de poignard. Chacun avait donné le sien. Quelle traîtrise. Oui. Parlez, madame. Ma mère, qui me tenait toujours dans ses bras, prit la fuite et par un escalier dérobé, tenta de rejoindre mon père. Le tumulte était effrayant. Nous entendîmes le pacha qui criait « Que voulez-vous » et une voix lui répondre « Le sultan demande ta tête ». Par les interstices d'une paroi de planche, je pus apercevoir mon père et ses guerriers autour de lui, tirant sans discontinuer. Oh, qu'il était beau, qu'il était grand, le vizir Ali Tebelin, au milieu des balles, le cimeterre au poing, le visage noir de poudre. Et il criait « Selim, gardien du feu, fais ton devoir !» « Selim est mort, répondit une voix, et toi tu es perdu. » Et en même temps, une détonation sourde se fit entendre, et le plancher vola en éclats tout autour de mon père. Les autres tiraient à travers le parquet. 3 ou 4 guerriers tombèrent. Mon père rugit. La fusillade devint assourdissante. Le feu prit aux tentures. Au milieu de cet affreux tumulte, 2 coups plus distincts, 2 cris plus déchirants me glacèrent d'horreur. Mon père venait d'être frappé à mort. Je me sentis rouler à terre. C'était ma mère qui venait de s'évanouir. Repose-toi, cher enfant. Et reprends courage en pensant qu'il y a un Dieu qui punit les traîtres. Voilà une épouvantable histoire. Et je me reproche d'avoir été si cruellement indiscret. Non, ce n'est rien. Haïdé est une femme courageuse. Et elle a quelquefois trouvé du soulagement dans le récit de ses douleurs. Parce que, monseigneur, mes douleurs me rappellent tes bienfaits. Quand ma mère reprit ses sens, nous étions devant le Séraski. Tuez-moi, dit-elle, mais épargnez l'honneur de la veuve d'Ali. Ce n'est point à moi qu'il faut adresser, dit Khurshid, mais à ton nouveau maître. Et il nous montra un de ceux qui avaient le plus contribué à la mort de mon père. Le traître. Et vous devîntes la propriété de cet homme? Non, il n'osa pas nous garder. Il nous vendit à des marchands d'esclaves qui allaient à Constantinople. Ma mère mourut en route. Et moi, je fus menée au bazar. Un riche arménien m'acheta, me fit instruire, me donna des maîtres. Et quand j'eus 13 ans, me vendit au sultan Mahmoud. Auquel je l'ai racheté, comme je vous l'ai dit, vicomte, pour cette émeraude, pareille à celle où je mets mes pastilles de hashish. Ah, que tu es beau. Tu es grand, monseigneur. Et je suis bien heureuse de t'appartenir. Achevez donc votre tasse de café, vicomte. L'histoire est finie. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 27e épisode, Le Pacha de Janina. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Franz d'Épinay, Jean-Pierre Leroux. Le baron Danglars, Alain Mottet. La baronne Danglars, Claire Morier. Eugénie Danglars, Juliette Berthaud. Haïdé, Catherine Vichniakov. Château Renaud, François Marié. Un domestique, Yves Ferry. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.